On va retrouver tout de suite Raphaël Jacob et Michel Cauger pour parler de politique américaine, ce qu'ils ont fait abondamment hier soir lors de notre émission spéciale. Alors, ces deux messieurs se sont couchés tard, mais ils sont avec nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Bon, alors on va parler, ça a quand même eu des développements aujourd'hui, puis j'aimerais beaucoup qu'on en parle avec vous. Rencontre de Donald Trump avec le président ukrainien. Honnêtement, ça faisait drôle de voir les deux hommes côte à côte, en raison évidemment de tout ce que dit constamment M. Trump quand il parle de cette guerre en Ukraine, conflit avec la Russie. Lui, il prétend qu'il pourrait régler ça comme ça, mais il n'explique pas vraiment de quelle manière. Souvent, il fait des reproches aussi à M. Zelensky qu'il le présente comme un quêteux. Alors, ça s'est passé, cette rencontre à la Trump Tower à New York aujourd'hui. On va écouter un extrait de M. Trump et un extrait de M. Zelensky. Very good relationship. And I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. I really think we're going to get it resolved. We have to decide it now. Because after November, we don't know who is. Only Americans decide who will be the president. But we understand that till November, we can't stop Putin. We have to do it. That's why I decided to meet with both candidates. Alors, messieurs, il y a toutes sortes de choses à dire sur ce qu'on vient d'entendre ici. D'abord, M. Zelensky, qui est très conscient qu'il arrive dans une drôle de période, en pleine campagne électorale. Rappelons qu'hier, il a rencontré le président Biden et s'est fait promettre de l'argent encore. Il a rencontré la candidate démocrate, Mme Harris. Aujourd'hui, il rencontrait M. Trump. Et vous entendez M. Trump mettre ici en évidence le fait, enfin, il le présente comme si, oui, j'ai des liens avec M. Zelensky, j'en ai de très bons aussi avec M. Poutine. Raphaël, d'abord. Bien, écoutez, je replongerai d'abord et avant tout, non pas aujourd'hui ou même au début du conflit ouvert avec la Russie en 2022, mais à 2019, parce que M. Zelensky a commencé à se faire connaître aux États-Unis dans le cadre du premier procès en destitution contre Donald Trump, le fameux appel que Trump avait logé à Zelensky après son élection en Ukraine. Pourquoi est-ce que je le mentionne particulièrement aujourd'hui? Parce que Trump, dans des remarques, somme toute assez brèves, de moins de 10 minutes, non pas à une, mais à deux reprises, a évoqué ça pour qualifier M. Zelensky d'homme droit. Autrement dit, a remercié le président ukrainien de l'avoir essentiellement défendu dans son propre procès en destitution. Ce qui met encore une fois, de un, en relief le narcissisme total de l'ex-président américain et de deux, le flou pour ce qui est effectivement de ce qu'il ferait concrètement pour pousser les Ukrainiens et les Russes éventuellement à une entente. Et simplement pour préciser, lorsque M. Trump dit qu'il réglerait rapidement le conflit, à quel point est-ce qu'il dit que ça serait rapide? En 24 heures. C'est ça, sa promesse. Bon. M. Trump, d'ailleurs, souligne, là, en fait, les médias américains soulignent, ça fait 5 ans qu'il n'avait pas vu en personne M. Zelensky. J'aimerais vous entendre aussi là-dessus, Michel. M. Trump, de toute évidence, a pris position dans ce conflit-là, même s'il ne le dit pas officiellement. Il dit, par exemple, et il l'a dit avec M. Zelensky à ses côtés, M. Zelensky dit « J'ai été agressé par la Russie ». M. Trump dit « C'est un désaccord entre deux pays ». On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, là. Sauf que M. Trump a avantage à être vu avec M. Zelensky, justement, pour ne pas qu'on dise ce qui a été dit beaucoup au cours de son mandat quand il était président, c'est-à-dire que lui et Poutine étaient un peu trop proches et que les États-Unis et la Russie n'étaient pas de si bons amis que ça. Bon, il reste qu'aujourd'hui, il marche sur un fil, M. Zelensky, parce que lui, il ne sait pas qu'il va être élu. D'ailleurs, il l'a dit. Il dit on ne sait pas ce qui va se passer après le 5 novembre. Lui, il a intérêt à avoir des bons liens avec tout le monde, Michel. Là. Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'il a été vu au Congrès, qu'il a été vu à rencontrer le président Biden, Mme Harris et maintenant M. Trump. Il ne peut pas se permettre... quand M. Trump le traite de quêteux, il n'a pas complètement tort, effectivement, s'il n'a pas l'aide financière et en armement des États-Unis. M. Zelensky va être pas mal tout seul de son côté. Oui, mais il reste, Raphaël, qu'on voit vraiment là, la distinction. C'est tellement frappant dans ce dossier-là entre Mme Harris, qui a dit, d'abord, moi, je m'inscris dans les traces de M. Biden, c'est-à-dire je vais continuer à soutenir l'Ukraine. Il ne faut pas s'isoler. Leur conflit nous concerne. Alors, elle a vraiment campé, là. Elle a dit, voici où se situe ce conflit et voici pourquoi ça nous concerne, nous, les Américains, ce qui n'est pas du tout le discours de M. Trump. Et c'est là que le fil de fer sur lequel M. Zelensky devait marcher devient de plus en plus hasardeux pour lui, suite particulièrement à sa visite aux États-Unis de cette semaine. Il ressort avec davantage d'argent. Justement, Michel parlait des fonds publics dont les Ukrainiens, clairement, ont besoin de la part du Trésor américain. À peu près 8 milliards additionnels que l'administration Biden
Harris a annoncé qu'elle allait octroyer au gouvernement de M. Zelensky et à son pays de façon plus large, sauf qu'en même temps, il est allé se mettre beaucoup de gens à dos dans le camp républicain. C'est vrai qu'il a rencontré M. Trump aujourd'hui, mais clairement, pour n'importe qui était capable de lire entre les lignes comme on l'a fait tantôt, c'est évident qu'il y a de sérieux différends entre les deux hommes, de un. Donc, il ressort, je vous dirais, politiquement affaibli pour ce qui est de la perspective républicaine aux États-Unis face à lui. Et de deux, la raison officielle de sa visite, c'était quoi? C'était de présenter son plan pour la paix. Plan de avec paix, tout le exact. respect. Exactement. Avec tout le respect, c'est pas la première fois qu'il promet un plan de la Ouais. sorte. Et lui, il veut l'intégrité de son territoire. Là. Il ne veut pas céder, il ne veut pas marchander la paix. Là. Exactement. Et si c'est ça le plan pour la paix, il n'y aura pas de paix. Je suis désolé d'être aussi carré que ça, mais ça fait 2 ans et demi que ça dure. Et s'il y a qui que ce soit qui, après 2 ans et demi, se disent encore que simplement le fait d'acheminer davantage de milliards de dollars américains à l'Ukraine, ça va faire en sorte que Vladimir Poutine, éventuellement, magiquement, va renoncer à la Crimée, ces gens-là vivent dans un monde de fantaisie. Donc, de plans concrets, il n'y en a pas, ni de la part de Mme Harris, ni de la part de M. Trump, ni de la part de M. Zelensky. Ce conflit-là n'est pas achevable dans le court terme. Et vous parlez d'argent, mais il n'y a pas juste de l'argent. Il faut pas... Cela dit- Allez-y, oui, Michel. Oui, cela dit, il y a quand même un agresseur et un agressé dans ce conflit-là. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas un désaccord entre deux pays. Il y a une agression russe et les États-Unis, comme le Canada, comme bien d'autres pays, disent nous devons résister à cette agression-là. Oui, mais jusqu'à quel point? Ça, c'est le problème. Est-ce qu'on a des fonds illimités? Est-ce que devant une force russe qui n'est pas aussi forte qu'on le pensait, il faut quand même le dire, dans ce conflit-là, qu'est-ce qui se passera dans les prochains mois, dans les prochaines années? Je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que l'Occident en général, l'OTAN et tout ça, ont très clairement pris parti pour M. Zelensky. Mais il demande 2 choses. Il faut le rappeler quand même, M. Zelensky. Il demande de l'argent, oui, tout le temps, évidemment, parce qu'il doit se fournir en armes, lui, constamment. Mais d'autre part, il demande le droit d'utiliser ces fameux missiles longue portée, donc les armes vraiment très, très lourdes, sur le territoire russe. Et vous avez entendu encore une fois M. Poutine dire cette semaine, brandir la menace nucléaire et dire, attention, si des armes qui appartiennent à un autre pays, là, par exemple les États-Unis, se retrouvent dans notre territoire, c'est une déclaration de guerre, ça, Raphaël. Alors, et ça, M. Biden, il ne s'est pas rendu jusque-là. Là, et M. Trump, il n'en a juste pas parlé. Exact. En fait, M. Trump, à chaque fois qu'il est question du spectre nucléaire, il parle de cela comme étant la plus importante menace faisant face à l'humanité de façon générale. Pour ce qui est de M. Biden, de M. Zelensky, c'est, je vous dirais, une espèce de suite qu'on a depuis des mois et des mois et des mois. C'est-à-dire que les Ukrainiens demandent de faire un peu plus avec l'armement américain. L'administration Biden hésite sur le coup, finit par dire oui. Et du côté russe, M. Poutine brandit la menace du nucléaire, revient sur ses paroles, ou tout au moins arrête d'en parler, la ressort à nouveau. Et on est dans cette espèce de jeu diplomatique, si on peut appeler ça un jeu, depuis, encore une fois, plus de 2 ans maintenant, avec aucune espèce de fin prévisible à ce stade-ci. Alors, en tout cas, c'est pas aujourd'hui que ça va se régler, Certainement mais on pas. comprend justement cette espèce de malaise aujourd'hui dans cette rencontre entre M. Zelensky et M. Trump. Là, hier, vous avez participé à cette émission spéciale avec Céline Galipeau, avec Patrice Roy, pour marquer évidemment 40 jours avant la date butoir de l'élection américaine. Donc, on est 39 jours aujourd'hui. Et bien, le temps file vite. Alors, évidemment, on sait que les stratèges travaillent très, très fort. Chaque déplacement de chaque candidat est réfléchi. Il y a toujours une idée, une intention derrière ça. On va regarder justement les déplacements stratégiques. Kamala Harris qui se rend à la frontière du Mexique aujourd'hui. Bien, c'est pas banal, Michel, évidemment. C'est pas tout de suite, hein. C'est en soirée. Il va y avoir un rassemblement. Mais il y a un message. Donc, elle doit montrer là-dedans qu'elle durcit le ton, qu'elle est consciente de cet enjeu-là, parce que tout le monde présente l'enjeu de l'immigration dans son camp comme une faiblesse. Oui, elle doit montrer que c'est quelque chose qu'elle considère d'important. Deuxièmement, qu'elle appuie la décision du président Biden de renvoyer les gens chez eux, parce que ça, c'est relativement récent. Et troisièmement, il faut aussi qu'elle dise, n'oubliez pas, il y avait une entente bipartisane au Congrès, et c'est M. Trump qui a dit aux républicains, ne votez pas pour ça, on veut que la frontière reste un problème, parce que ça m'aide moi. Alors ça, c'est vraiment la portion la plus partisane de son déplacement, c'est de dire, vous savez, il y avait une entente entre les 2 partis au Congrès, puis Trump l'a fait dérailler. Ça, c'est ce qu'elle va essayer de dire. Évidemment, il faut aussi qu'elle montre que pour elle, c'est un enjeu important, parce que le danger, évidemment, c'est pour elle, c'est que M. Trump dise
voyez, elle n'est jamais venue à la frontière, ça ne l'intéresse pas. On lui avait donné des responsabilités là-dessus, elle s'en est pas occupée. Alors, il faut qu'elle ait l'air de considérer ça comme étant Oui, important. c'est important ce que vous venez de dire. C'est pour ça, entre autres, que c'est une faiblesse en Raphaël. C'est parce que comme vice-présidente, on lui a demandé aussi de prendre à bras-le-corps ce dossier-là et elle a laissé un peu tout le monde sous l'impression que, ben, je ne sais pas si elle s'en est occupée, mais enfin, bref, ça n'a pas été efficace en bout de ligne. Les gens ont l'impression que ça n'a pas marché quand elle s'en est occupée. Absolument. Et sur les dossiers majeurs, sondage après sondage, depuis maintenant des mois, indique que c'est effectivement sa plus grande faiblesse par rapport à M. Trump, même si, on doit toujours le rappeler, ce n'est pas l'enjeu numéro un, pas plus que l'avortement l'est. En fait, en ce qui me concerne, l'avortement est un petit peu l'image miroir de l'immigration, dans la mesure où c'est l'espèce de cheval de bataille principal d'un parti, la faiblesse principale de l'autre, et on essaie à la fois pour M. Trump sur le dossier de l'avortement, dans ce cas-ci, du côté de Mme Harris, sur la question de l'immigration, de limiter des dommages auprès de l'opinion publique. Il n'y a personne, je crois, dans le camp Harris qui croit que du jour au lendemain, suite à cette visite-là, Mme Harris va être vue de façon plus positive que M. Trump pour ce qui est de la gestion de l'immigration clandestine. L'idée, c'est encore une fois peut-être de minimiser les pertes. Il y a quelque chose de, somme toute, assez audacieux, effectivement, dans cette visite-là, mais je vous dirais que de façon beaucoup plus large, ça se réinscrit, ou ça s'inscrit plutôt dans ce vaste effort qu'on voit depuis des semaines de réinventer jusqu'à un certain point Mme Harris, qui non seulement n'a pas été vue comme étant très active sur le dossier de l'immigration depuis qu'elle est vice-présidente jusqu'à tout récemment, mais lorsqu'elle était sénatrice, s'était déjà exprimée essentiellement en faveur de potentiellement éliminer l'Agence de contrôle des services frontaliers aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un effort de relations publiques. On verra à quel point ça sera payant pour elle et sa campagne. On va regarder maintenant la stratégie dans le camp républicain pour Donald Trump. Il y a vraiment quelque chose qui marque un peu l'imaginaire ici, c'est qu'il veut retourner à l'endroit où il a été victime d'une tentative d'assassinat. Donc, Butler, Pennsylvanie. Il veut faire un grand rassemblement et ce sera, à ce moment-là, la date est importante, là. 5 octobre, c'est exactement un mois avant le scrutin du 5 novembre. Évidemment, il a marqué l'imaginaire après la tentative, quand il avait le visage ensanglanté, le bras levé. Bon, il a eu l'air d'un vainqueur, il a eu l'air de quelqu'un qui est solide. Sa femme en a remis cette semaine dans une entrevue. Elle a accordé une entrevue en disant, écoutez, c'est pratiquement un miraculé, mon mari. Raphaël, c'est une bonne stratégie de le ramener là? Écoutez, il a très peu à perdre. À quel point est-ce qu'il va gagner de ça? Ce qui est quand même assez spécial pour le moins, Julie, c'est que, rappelez-vous, dans les jours qui avaient suivi la première tentative d'assassinat contre M. Trump, dont évidemment on voit les images présentement, lors de son fameux discours à la Convention républicaine, son discours d'investiture, qu'est-ce qu'il avait commencé en disant? Essentiellement qu'il allait parler, parce qu'à ce moment-là, il ne s'était jamais vraiment exprimé publiquement, là, après 2, 3, 4 jours sur la tentative d'assassinat dont il avait été victime. Donc, il allait s'exprimer, il allait en parler brièvement, mais après coup, il n'allait plus jamais en parler parce que c'était trop douloureux pour lui. Connaissant le personnage, à peu près n'importe qui regardait ça en temps réel se disait c'est complètement absurde, il ne pourra pas s'empêcher d'en reparler, d'en reparler. C'est exactement ce qu'on va voir dans les prochains jours. Et je crois qu'on devrait s'attendre à voir quelque chose de plus large là, aussi, qui s'inscrit dans quelque chose de plus large, c'est-à-dire pas simplement vouloir reparler de Butler, mais parler des tentatives d'assassinat, à la fois celles qui ont été démontrées, Butler, celles autour de son terrain de golf en Floride, et celles alléguées, notamment cette espèce de complot dont on a beaucoup parlé dans plusieurs médias américains cette semaine, comme quoi le gouvernement iranien aurait cherché à l'assassiner. Pourquoi est-ce qu'on voudrait parler de façon plus large de toutes ces différentes dynamiques-là? Parce que Trump se présente non seulement comme un martyr, mais comme un grand leader. Et selon ses propres dires, seuls les présidents qui ont de l'impact sur l'histoire peuvent faire l'objet de tentatives multiples d'assassinat de la sorte. Donc, en faisant cet amalgame entre les tentatives d'assassinat réelles, celles avortées, l'Iran qui voudrait s'en prendre à lui, essayer de mélanger ça, parce qu'à un moment donné, on essaye de décoder là, ce qui s'est dit cette semaine. Est-ce qu'on est en train de dire que c'est l'Iran qui est derrière les tentatives? Ça crée beaucoup de confusion, finalement, tout ça, Michel. Mais s'il joue cette carte-là, c'est qu'il a l'impression que c'est porteur, là. Écoutez, ces porteurs, il s'est plaint très ouvertement qu'on n'avait pas parlé assez de la tentative d'assassinat à Butler en Pennsylvanie, en disant que j'ai pris une balle pour la démocratie et tout ça. C'est pas étonnant qu'il y retourne. D'un autre côté, ne l'oublions pas, probablement que le candidat ou la candidate qui gagnera la Pennsylvanie gagnera la Maison-Blanche. Alors, il va y aller plusieurs fois en Pennsylvanie, là, ça ne sera pas la seule. Mais il est clair qu'il veut exploiter la question de la tentative d'assassinat qui a eu lieu en Pennsylvanie, de la photo qui est devenue iconique de lui qui se relève et qui dit « fight, fight, fight ». Alors, c'est tout à son avantage et il ne s'en prive pas de toute évidence. La question quand même, Julie, c'est de savoir dans une semaine, est-ce qu'on va voir M.
Trump à Butler avec un bandage géant sur l'oreille. Ah, bon, ça vous avait marqué, ça? Je pense que ça a marqué bien des gens sur le parquet de la Convention républicaine. Puis on se demandait quelle était la nature de sa blessure, parce que ça avait l'air immense, effectivement. Bon, mais là, il n'y a plus de bandage aujourd'hui. On va parler de l'autre moment qui s'en vient. Alors, il y a eu un débat. Jusqu'à maintenant, M. Trump n'a pas l'air de s'embarquer dans un deuxième débat contre Mme Harris, manifestement, mais il va y avoir celui des colistiers. Alors, M. Valls contre M. Vance, ça va venir vite. C'est mardi prochain. Ça va être à New York. Michel, est-ce que ça, c'est... Est-ce que juste les gens qui suivent ça, qui analysent ça, qui vont regarder le débat, parce qu'il va y avoir une émission spéciale aussi sur nos ondes, on va le suivre de très, très près, ce débat-là, ou est-ce que ça, c'est vraiment un événement aussi fort que celui des candidats comme tel? Non, ça n'a pas l'ampleur du débat des candidats à la présidence, mais c'est quand même très regardé aux États-Unis. Ça a la moitié à peu près des codes d'écoute du débat des candidats à la présidence, donc c'est quand même pas trop mal, là. Et les deux candidats sont extrêmement différents, et on peut quand même le dire, M. Vance, le candidat républicain, et la déception de cette campagne électorale-là, son négatif est extrêmement fort dans les sondages. Il n'aide pas beaucoup M. Trump. D'un autre côté, M. Walz a été très bien reçu à la Convention démocrate, mais on n'en entend plus parler à peu près depuis ce temps-là. C'est une façon pour lui de revenir sur la scène. Ça va être un débat assez intéressant parce que les deux ont quelque chose à prouver. Et M. Vance, qu'on voit à l'écran, là, a vraiment été un problème pour M. Trump depuis le début. Il faut que ça arrête parce que si c'est serré, cette élection-là, on n'a pas besoin de perdre des votes nulle part, là. Raphaël, est-ce qu'on va encore entendre parler de chiens, de chats et de... Ça me surprendrait beaucoup que M. Vance veuille proactivement en parler. Pas impossible, par contre, que M. Walz, lui, ramène ça sur le terrain pour des raisons politiques évidentes. Et il y aura peut-être, on verra bien évidemment ce que le reste de la campagne nous réserve, mais il y aura peut-être quelque chose de singulier dans ce débat vice-présidentiel-là, c'est-à-dire que ça pourrait très bien être le tout dernier de la campagne. Je dis que c'est singulier, ça, parce que typiquement, lorsqu'il y a un débat vice-présidentiel, ça survient après le premier débat présidentiel, et après coup, il y a un ou deux autres débats présidentiels. Là, en principe, ni Mme Harris ni M. Trump se sont entendus sur un deuxième débat entre eux. Et donc, ça pourrait être carrément la dernière fois qu'on entend les deux équipes débattre ouvertement l'une contre l'autre un mois, grosso modo, avant le scrutin. Donc, à ne pas manquer mardi. Maintenant, on va parler de sondage. Écoutez, on a tellement eu des sondages. Alors bon, celui qui a été publié aujourd'hui dans CNN nous parle de la Caroline du Nord, où on voit que les deux candidats actuellement sont au coude à coude, donc c'est 48-48. Mais en même temps, on pouvait lire un article fort intéressant, c'est vous qui l'avez souligné, qu'on s'est préparé un petit peu plus tôt, Michel, sur une certaine mise en garde sur les sondages, surtout la nouvelle façon de faire des sondages depuis quelques années, les sondages en ligne, là, ce qu'on appelle des panels web. Oui, c'est le New York Times. Il y a quelqu'un qui s'occupe strictement des sondages au New York Times qui dit, écoutez, de plus en plus, on voit que les panels web sont moins précis que le sondage aléatoire. Le problème, c'est que si vous vous inscrivez dans un panel web, d'abord, vous êtes intéressé par à répondre à des questions, vous êtes probablement intéressé par la politique, et déjà, ça fait un biais dans la façon dont vous risquez de répondre, alors qu'un sondage aléatoire, bien, il est plus aléatoire. Cela dit, pour les sondeurs qui veulent travailler de façon rapide, et c'est quelque chose de beaucoup plus facile d'avoir un panel puis d'aller poser des questions rapidement en ligne à ces gens-là. Ouais. Alors, ça c'est la situation. Maintenant, les sondages actuellement sont tellement serrés que quand on voit celui-là de la Caroline du Nord, ce qu'on peut se dire, cependant, c'est que le seul fait que Mme Harris soit compétitive en Caroline du Nord est intéressant. Le dernier démocrate à avoir gagné ça, c'était Barack Obama, quand il avait gagné la présidence pour la première fois, et que ça avait été une des victoires les plus importantes de ce siècle actuellement. Il reste 30 secondes, Raphaël, là-dessus. En 30 secondes, Julie, ça fait des semaines qu'à vos ondes, je dis qu'il y a des problèmes avec les sondages aux États-Unis cette année. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'il va y avoir des erreurs, ça va être de savoir à quel point et qui les a commises. Je termine avec un exemple de ça dans les 24 dernières heures. Une firme de sondage qui met Mme Harris 7 points en avance au Nevada. Une autre firme le lendemain qui met M. Trump
en avance de 6 en Arizona. Je vous garantis que peu importe qui gagne l'élection en novembre, et ça, je n'ai aucune espèce d'idée de qui va être cette personne-là, on n'aura pas un scénario de la sorte. Il y a des gens qui se trompent présentement. La seule question, c'est de savoir dans quelle direction sont les erreurs. Mais le fin mot de l'histoire, c'est après l'élection. Alors, il va falloir Voilà. attendre. Exactement. Pour voir qui avait tort et qui avait Il y a raison. peut-être trop de compagnies de sondage qui ont été créées cette année. Ben, écoutez, dès qu'il y a une occasion de faire un peu d'argent, Et les gens voilà. sont sur les opportunités. On le sait très bien, messieurs. C'est la fin de semaine, c'est le temps du repos. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Merci, Julie. Au revoir.